Mais pourquoi tant de femmes soutiennent-elles l'extrême droite ? De Marine Le Pen à Giorgia Meloni, en passant par Alicia Weidel ou les influenceuses tradwives célébrant un retour aux années 50 sur leurs réseaux sociaux, de nombreuses femmes soutiennent et incarnent désormais l'extrême droite à travers le monde. Et ça, c'est plutôt nouveau. Pendant longtemps, l'extrême droite a avant tout été une affaire d'hommes, du moins politiquement. Mais en 2024, en France, lors des dernières élections européennes, hommes et femmes ont voté autant les uns que les autres pour le Rassemblement national. Aux États-Unis, 53% des femmes blanches ont apporté leur soutien à Donald Trump et cette dynamique se retrouve de plus en plus en Europe. Alors qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi certaines femmes se retrouvent-elles à jouer un rôle central dans la promotion de l'extrémisme nationaliste, incarnant et relayant les valeurs réactionnaires ? Et surtout, pourquoi cette stratégie, qui fait d'elles les ambassadrices d'un projet politique qui promet de restreindre leurs droits, fonctionne-t-elle ? Ce sont les questions que se pose la chercheuse Léane Alestra dans son nouveau livre « Les Vigilantes ». Elle alerte. Attention à ne pas s'arrêter à la broligarchie et au délire masculiniste de Donald Trump et Elon Musk. L'extrême droite, ce n'est pas seulement ça. Sous-estimer le rôle des femmes en considérant qu'elles se limitent à évoluer dans leur ombre constitue une erreur stratégique nourrie par un prisme sexiste, selon Léane Alestra. C'est passé à côté d'un phénomène fondamental. Le nationalisme se construit, se renforce et s'installe aussi grâce aux mobilisations féminines réactionnaires qui le propulsent, le normalisent et le légitiment. Les femmes d'extrême droite ne se contentent pas d'adoucir ou de moderniser l'image d'un mouvement perçu comme trop violent. Elles en sont désormais la clé de voûte. Némésis, le collectif qui veut faire croire qu'on peut être d'extrême droite et féministe. Je suis une femme, mais je ne suis pas féministe. Ce sont les femmes qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. En vrai, c'est une catastrophe. Parce que là, on a des juges qui décident à la place du peuple. Je pense que le divorce devrait être rendu plus difficile d'accès aux couples avec enfants qui n'ont pas la majorité. Qui êtes-vous, ces juges en question ? Où êtes-vous ? Montrez-vous. Avis à tous, en hommage à Philippine, 19 ans, sacrifiée sur l'autel de l'immigration massive et du laxisme judiciaire. Alors comment les militantes oscillent-elles entre une féminité rassurante et des codes guerriers pour asseoir leur légitimité politique ? Qui sont celles que Léane Alestra qualifie de funambules de la haine ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Léane Alestra, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en études de genre, journaliste politique. Vous avez écrit un premier ouvrage intitulé « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» aux éditions J.C. Lattès en 2023, qui a rencontré un grand succès. Et vous venez de publier un second livre, « Les Vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite » aux éditions J.C. Lattès toujours. Alors vous commencez le livre en expliquant que pour comprendre comment le rôle des femmes s'est inscrit aujourd'hui dans le récit nationaliste et pourquoi l'extrême droite s'en empare aujourd'hui, il faut faire un peu d'histoire, il faut remonter aux origines de l'État-nation occidental et à ses mythes fondateurs qui ont dessiné les contours eux-mêmes façonnés par des rapports de genre. C'est donc dès le début du livre que vous utilisez un concept qui va être un concept central, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on commence par ça, qui est celui de nationalisme sexuel. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme sexuel ? Le nationalisme sexuel, c'est une notion qu'on utilise en études de genre ou en sciences politiques pour essayer de comprendre comment le récit nationaliste, il est lui-même genré, c'est-à-dire qu'il est structuré par des symboles, par des métaphores, par un récit qui va mettre en avant un modèle de féminité ou de masculinité particulière qui est présenté comme idéal pour servir l'État-nation. Oui, donc ça fait partie en fait du nationalisme que de comprendre la dimension genrée du nationalisme, qui est celle que vous étudiez. Vous expliquez que dans les États-nations occidentaux, l'imaginaire culturel commun a longtemps confiné les femmes à des sphères domestiques, une assignation qui occulte le fait qu'en réalité elles ont toujours travaillé, tant au foyer qu'en dehors. Donc on a une vision historiquement déformée de cette question des femmes. Vous écrivez, elles sont érigées en symbole de la continuité nationale, incarnant à travers la maternité et l'éducation la transmission des valeurs culturelles et morales. Figures de la mère patrie, elles deviennent les gardiennes de l'identité collective, protectrices et nourricières d'un peuple en quête de pérennité. Dans ce paradigme, la maternité se mue en devoir national, transformant le corps des femmes en affaire d'État. Ça nous rappelle quelques actualités. Pourquoi la maternité est-elle au cœur de ce concept de nationalisme ? Qu'est-ce que ça représente ?
la maternité pour l'extrême droite, mais aussi la droite qui s'empare souvent du nationalisme? En fait, la maternité et les questions démographiques, aujourd'hui, elles sont beaucoup utilisées pour justifier des impératifs économiques, notamment. Donc, on pense à Emmanuel Macron quand il parle de réarmement démographique ou qui commente le nombre d'enfants qu'auraient les femmes africaines en disant que ça plombe l'économie africaine. Donc, on voit qu'il y a toujours dans le nationalisme cette idée que le corps des femmes et le nombre d'enfants qu'elles ont doit servir la nation, doit avoir un impact soit économique, soit démographique, soit politique. Et très concrètement, un État-nation qui se veut fort en concurrence avec les autres, il a besoin de produire des enfants qui seront des futurs ouvriers ou, pour les classes les plus aisées, des futurs dirigeants. Donc pour servir son modèle économique, il faut contrôler le corps des femmes et surtout s'assurer que les femmes qui appartiennent à la féminité hégémonique, c'est-à-dire la féminité la plus valorisée dans un temps donné, donc souvent des femmes blanches hétérosexuelles et plein d'enfants, et que les femmes plutôt minorisées, donc par exemple les femmes racisées, donc noires, arabes, etc., elles n'aient pas ou très peu d'enfants parce que c'est constitué comme une menace selon le récit de l'État-nation. Là, on a employé le terme de nationalisme. On fait un petit point un peu définition qui peut être un peu théorique au début, après on ira plus dans le dur, mais c'est pour poser un peu le cadre théorique de tout ce qu'on va évoquer. Le nationalisme, est-ce que c'est forcément d'extrême droite et est-ce que l'extrême droite est forcément nationaliste ? Alors, le nationalisme n'est pas forcément d'extrême droite. Par contre, l'extrême droite est souvent, la plupart du temps, nationaliste. Mais elle peut être aussi, par exemple, les identitaires aujourd'hui, ils sont plutôt pour une Europe fantasmée, etc. Mais globalement, aujourd'hui, la plupart des nationalismes les plus virulents sont d'extrême droite. Mais on peut avoir un nationalisme à la Emmanuel Macron, par exemple, qui existe aussi. C'est pas attributaire de l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'on entend par nationalisme ? Le nationalisme, c'est un courant politique qui va défendre les intérêts économiques et politiques d'abord et avant tout, et parfois au-dessus de tout, de son État-nation et souvent de sa métropole. Donc, par exemple, pour en France, ça va être surtout l'Hexagone, voire même plutôt l'Île-de-France, au détriment évidemment du reste des autres pays et au détriment aussi des territoires d'outre-mer, par exemple, pour prendre le cas français. Et donc, dans ces théories nationalistes, dans cette vision du monde nationaliste, il y a cette dimension genrée où la démographie, en fait, occupe une place assez importante, notamment le contrôle du corps des femmes. C'est vraiment dans son histoire, cette idée de contrôle du corps des femmes qui est extrêmement fort. Et alors là, vous citez Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, qui associe le déclin démographique à un danger existentiel pour la nation. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le genre de théorie qui est reprise. Je le cite, puisque vous le citez, « La France ne peut être en effet en mesure de garantir son indépendance que si elle dispose d'un peuple jeune, vigoureux et nombreux. De même qu'une maison désertée par ses propriétaires court le risque permanent d'être visitée par des cambrioleurs ou occupée par des squatteurs, un pays qui se dépeuple est condamné à terme à devenir la propriété de l'étranger, la victime de tous les pillages et le cadre de toutes les oppressions. » Donc en fait, cette rhétorique nataliste, ça fait longtemps qu'elle est du côté de l'extrême droite et qu'elle sert à justifier une vision du monde raciste. Complètement. Et puis en plus, pour les femmes, ce qu'on va leur demander, donc c'est à la fois d'avoir des enfants, ça va être aussi de faire perdurer le roman national et le roman familial. Donc c'est à ces deux échelles-là, puisque c'est aux femmes qu'on va demander, par exemple, de tenir l'album de photos de famille, de faire diffuser l'histoire en fait de la famille, etc. Enfin, toute l'attribution du souvenir et aussi l'éducation des enfants, elle repose sur les femmes. On l'impose encore aujourd'hui aux femmes, et c'est pour ça que les extrêmes droites, que les nationalistes, ils ont besoin de contrôler la moralité entre guillemets des femmes, puisque si c'est elles qui font partager le souvenir et si c'est elles qui éduquent justement les citoyens qu'on veut vigoureux, etc. pour la nation, eh bien il faut les contrôler, parce que sinon Jean-Marie Le Pen par exemple vous dira que ça va amener à la décadence de la race entre guillemets, puisque si les femmes font n'importe quoi, les enfants vont faire n'importe quoi, ces enfants vont grandir et on va vers la destruction de la nation. Donc c'est à la fois leur imposer d'avoir beaucoup d'enfants et ensuite contrôler la façon dont ces enfants sont éduqués. Donc c'est toujours entériné aussi dans le pouvoir parental. Quand on parle de progression culturelle de l'extrême droite, est-ce que ça en fait partie parce que ces discours-là qu'on vient d'identifier, c'est cette idéologie un peu nataliste orientée sur les femmes, est-ce que c'était comme ça avant ou est-ce que ça a progressé, puisqu'on le voit même dans un discours politique
en tout cas du côté de personnalités qui ne sont pas considérées comme des personnes d'extrême droite, par exemple comme Emmanuel Macron? Dans les sociétés occidentales, depuis qu'il y a la construction de l'État-nation, c'est quelque chose qui est très fort et qui est au centre. Ça n'a pas du tout été le cas dans plein d'autres cultures, certaines cultures qui ont été d'ailleurs détruites par la colonisation. Mais aujourd'hui, oui, ça reste une figure qui est très centrale. Même nous en France, avec Marianne, par exemple, qui est la contraction de Marie et Anne, donc la Vierge Marie et Anne, sa mère, qui montre que du coup, de mère en fille, la nation se reproduit. Marianne, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Emmanuel Valls a beaucoup repris cette image de Marianne qui doit être non voilée, qui doit nourrir le peuple, qui incarne cette France justement très spécifique dans son rapport au genre national. Enfin, c'est l'histoire qui se raconte. Marlène Schiappa aussi s'est beaucoup mis sous les traits de Marianne, a même posé en une de Playboy en Marianne. Mais pourquoi? Parce que Marlène Schiappa, elle a aussi permis de montrer ce qui, pour Emmanuel Macron, est la bonne femme, la bonne féminité française. En fait, elle a été mise en avant aussi pour ça. C'est pour ça que ça a été la figure la plus médiatique sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, parce qu'elle servait vraiment à incarner qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la femme française. Donc on attend qu'elle soit blanche, qu'elle soit hétéro, qu'elle ait une sexualité certes un petit peu plus ouverte, mais qui reste reproductive. Et surtout, Marlène Schiappa, elle avait un blog qui s'appelait Maman Travail, donc on attend des femmes aujourd'hui qu'elles soient à la fois productives au travail, donc et que pas n'importe quel travail, plutôt de cadre supérieur, etc., et productives aussi par le fait d'avoir des enfants et en leur demandant très simplement de jongler avec tout ça à la fois en grande harmonie, alors que c'est un équilibre qui est extrêmement difficile à tenir. En fait, ce que vous montrez dans le livre, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas une frontière nette entre l'extrême droite et le reste du pays, et que l'extrême droite prospère aussi sur un certain type de culture, sur un certain type d'histoire, et ce sont tous ces imaginaires que vous essayez de décoder. Mais aujourd'hui, il y a quand même une bascule qui est en train de se faire, qui est une bascule électorale en France et ailleurs. De plus en plus de personnes votent à l'extrême droite, avec ces progressions absolument fulgurantes qu'on a largement documentées à Blast. Et dans cet électorat, il y a un électorat d'extrême droite. On viendra un peu plus tard sur les figures politiques que sont les femmes d'extrême droite, mais moi j'aimerais qu'on s'attarde sur les électrices. On l'a dit en introduction, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes aujourd'hui qui votent pour notamment le Rassemblement national. Qui sont ces électrices? Quel type de femmes aujourd'hui se tournent vers ces partis qui incarnent la forme la plus poussée de ce nationalisme que vous avez essayé de décrire? Alors les femmes qui vont voter Rassemblement national aujourd'hui, ça va être plutôt des femmes de petite classe moyenne jusqu'à des femmes plutôt aisées, qui vont être en zone périurbaine, qui vont être dans un quotidien où elles ne sont pas au contact direct de populations non blanches par exemple, mais qui vont potentiellement les croiser de façon extrêmement ponctuelle. Et ça va être plutôt aussi évidemment des femmes blanches, hétérosexuelles, etc. Donc c'est un petit peu cette population-là qui vote aujourd'hui pour l'extrême droite, qui est un petit peu différente des figures qui elles sont des figures féminines qui elles sont mises en avant politiquement et en termes de militance par l'extrême droite. Mais c'est important cette idée que ce sont quand même des femmes blanches. En France, on n'a pas du tout de statistiques qui permettent d'étayer ça. Aux États-Unis, on a celle des femmes qui votent pour Donald Trump, où on a une bonne partie des femmes blanches qui ont voté pour Donald Trump, mais pas du tout des femmes noires qui se situent vraiment à l'intersection des oppressions entre l'oppression raciste et l'oppression sexiste. Ce chiffre est quand même assez important pour le souligner. 92% des femmes noires aux États-Unis aux dernières élections n'ont pas voté pour Donald Trump, elles ont voté pour Kamala Harris. Donc ça, c'est quand même une dimension qui est importante dans le vote d'extrême droite. Oui, complètement. Oui, contre 53% des femmes blanches qui ont voté pour Donald Trump aux États-Unis. Donc effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que dans la catégorie des femmes blanches, elles sont à l'interstice entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Donc appartenir à un groupe dominant, qui est celui des personnes blanches aujourd'hui en Occident, et un groupe qui ne compte pas, celui d'être une femme. Et donc certaines vont faire un choix, soit celui de rejoindre le camp de l'émancipation et essayer de lutter contre les systèmes de domination qui sont en place, y compris le racisme, et d'autres vont se dire qu'elles ont plus à gagner en essayant de justifier qu'elles sont productrices dans le nationalisme, qu'elles ont une place qui est importante, qu'elles servent à quelque chose, et elles préfèrent, pour certaines, rester un second violon, rester en deuxième position derrière les hommes de leur classe sociale, mais au moins elles sont lues socialement, contrairement aux figures qui vont être rejetées. Et comme elles se placent du côté de ce qu'elles pensent être la bonne féminité, elles ne se sentent pas concernées. Il y a par
exemple des journalistes qui ont fait un très bon travail sur les électrices de Donald Trump, en montrant que pour elles, quand elles entendent des discours sexistes de la part de Donald Trump ou des républicains, elles ne se sentent pas concernées. Elles ont l'impression qu'on parle d'autres femmes, puisqu'elles se disent « moi, je fais tout bien ». Donc ça ne me concerne pas, c'est les autres femmes qui sont atteintes. Moi, je ne risque rien, puisque j'ai bien tout fait. Et en fait, c'est un petit peu la logique qu'on retrouve derrière ces profils. Mais c'est cette idée, c'est vraiment très important à comprendre parce que c'est un mystère, surtout dans des formes d'extrême droite qui sont très sexistes, comme celle de l'extrême droite incarnée par Donald Trump, qui est accusé de violences sexuelles par un énorme nombre de femmes, qui a été condamné pour ça, qui tient des propos sexistes très ouvertement. C'est des choses qu'on n'entend pas à ce point en France, par exemple. Et pourtant, effectivement, on l'a dit, qu'il y a plus d'une femme blanche sur 2 qui vote pour lui. Comment est-ce qu'ils ont réussi à organiser cette compétition, en fait, entre des femmes qui seraient les bonnes femmes, qui incarneraient la bonne féminité, et les autres, au point que tant de femmes ne puissent absolument pas se sentir concernées par le discours sexiste? Mais dans la culture occidentale, la dichotomie entre la vierge et la putain, la mauvaise femme et la bonne femme, la femme racisée qui va être hyper sexualisée, vs la femme blanche à qui on va demander d'être très prude, sur qui on va mettre un contrôle social et sexuel, c'est quand même quelque chose qui remonte à longtemps. Et ensuite, le suprémacisme blanc aux États-Unis, il a été extrêmement structurant. Il y a des femmes qui ont participé à l'esclavage, il y a même des femmes qui étaient propriétaires terriennes et qui ont défendu en priorité des intérêts de race avant des intérêts de genre. Et en fait, c'est important de comprendre que c'est conscient ou inconscient, mais beaucoup de personnes, malheureusement, dans des sociétés individualistes, où on est en compétition les uns avec les autres, vont penser et réfléchir selon ce qu'ils pensent être leurs intérêts. Donc ça ne veut pas dire que c'est leurs réels intérêts, mais sur le moment, beaucoup de femmes blanches se disent qu'elles ont plus à gagner avec justement cette promesse de revenir à une Amérique opulente que promet Donald Trump, quitte à écraser les autres, qu'en essayant d'aller vers l'émancipation. Et puis aussi, il faut le dire, il n'y a pas une gauche forte aux États-Unis, il n'y a pas une gauche même tout court qui puisse remporter les élections. Donc il y a aussi un choix qui est très limité. Mais vous citez plusieurs exemples historiques dans votre livre qui montrent que c'est pas nouveau, que des femmes qui se réclament d'un certain féminisme adhèrent à l'extrême droite, voire défendent vraiment des idées d'extrême droite, ou en tout cas des idées racistes, des idées discriminatoires. C'est arrivé dans l'histoire. Il y a un exemple qui m'a marqué, qui me semble assez emblématique, c'est celui de Susan B. Anthony et Elizabeth Cady Stanton, qui sont des figures du suffragisme américain. Dans les années 1870, alors que le 15e amendement s'apprêtait à accorder le droit de vote aux hommes noirs, tout en continuant d'exclure les femmes, elles qui militent vraiment pour que les femmes puissent avoir le droit de vote, eh bien elles se sont opposées à ce que les hommes noirs puissent obtenir le droit de vote. Et leur argument, c'était vraiment ancré dans une conviction raciste. Elles se jugeaient supérieures aux hommes noirs et estimaient à ce titre mériter davantage le droit de vote qu'elles revendiquaient au nom d'une solidarité raciale entre blancs. Oui, ça c'est Angela Davis qui en parle très bien, et on a aussi en France eu des discours similaires. Enfin, on a entendu ce même genre de discours, mais c'est parce que effectivement, dans une stratégie assimilationniste, il va y avoir une mise en compétition des personnes qui ont été minorisées par l'État-nation, et donc il va y avoir 2 stratégies. La première, c'est de se dire on va vers la transversalité, on s'allie, on allie nos forces pour peser dans le rapport de force, ou alors on va se dire je défends les intérêts de mon groupe en prouvant au statu quo et aux dominants que mon groupe, il est le plus respectable. Et d'ailleurs, souvent, ces femmes, du coup, qui étaient contre les hommes noirs, enfin, contre le droit de vote pour les hommes noirs, étaient aussi contre le vote pour les femmes qui appartenaient aux classes populaires ou pour les femmes non blanches, en disant qu'elles non plus n'étaient pas lettrées et qu'il fallait d'abord, entre guillemets, les civiliser, les ramener vers une forme de respectabilité, et qu'ensuite on pourrait avoir une forme de droit de vote. D'ailleurs, il y a eu aussi des féministes en Grande-Bretagne qui se revendiquaient ouvertement eugénistes et qui étaient absolument contre le fait que les femmes des classes populaires aient le droit de vote, et revendiquaient en gros qu'il fallait faire des tests à la fois pour pouvoir être parents et à la fois pour voter, pour trier les citoyens qui mériteraient et qui seraient suffisamment respectables pour avoir un accès aux droits. Donc cette compétition entre personnes minorisées pour arriver à ce statut de respectabilité, effectivement, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, on retrouve ce phénomène qui est quand même très paradoxal, ou en tout cas qui interroge, qui est celui d'avoir à la tête de partis d'extrême droite
ou dans des endroits vraiment stratégiques de partis d'extrême droite, des femmes, voire même aujourd'hui des femmes lesbiennes. Donc on a vraiment un changement de paradigme. Vous l'expliquez, les figures féminines, historiquement, elles étaient quand même absentes de la tête de vraiment ces mouvements-là. Aujourd'hui, elles sont nombreuses. Il y a Siv Jensen en Norvège, Alice Weidel en Allemagne, Pia Kjaersgaard au Danemark, Marine Le Pen évidemment en France, Giorgia Meloni en Italie ou encore Katalin Novak en Hongrie. On a aussi tous ces groupes identitaires féminins qui se multiplient, à l'image de Némésis en France, qui est le groupe qu'on connaît le plus, ou de figures comme Séverine Dumini, autoproclamée mère vigilante et active dans l'association Parents Vigilants, qui est un relais du parti d'extrême droite d'Éric Zemmour, qui est quand même connu pour ses propos extrêmement sexistes. Comment est-ce que ça se fait que des femmes prennent une place aussi importante dans ces partis d'extrême droite ? Et comment est-ce que vous analysez ce paradoxe entre le fait que, en fait, si elles peuvent être là, c'est parce qu'il y a des femmes avant qui ont lutté contre ce type d'idéologie d'extrême droite et qui ont obtenu des avancées féministes qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas cantonné qu'au foyer. Oui. Alors déjà, la sociologue Magali Della Soula, dans son livre « Les nouvelles femmes de droite » qui est publié chez Hors d'atteinte, elle montre qu'il y a toujours eu quand même des mouvements féminins très forts. Mais effectivement, à la tête des partis, on n'avait pas de femmes, bien que certaines aient essayé. Déjà, il y a 100 ans, mais il y avait une sorte de plafond de verre qui faisait en sorte que ça n'arrive pas. Là, aujourd'hui, on a certaines femmes qui sont à la tête, comme vous l'avez dit. C'est pas n'importe quelle femme, même si elles ont toutes des petites exceptions qui sortent de ce qu'on attend d'une féminité traditionnelle. Elles ont toutes en point commun, évidemment, d'être blanches, pour beaucoup d'être blondes, aux yeux bleus, et surtout d'avoir été mariées et d'avoir eu des enfants. Donc même Alice Weidel, qui est lesbienne, elle est mariée. Elle est mariée. Avec une femme racisée. Bien sûr, mais elle a été mère. Et ça, c'est primordial. Il faut qu'elles aient eu des enfants. Ça, c'est super important. Et ensuite, il faut qu'elles revendiquent qu'elles ont une légitimité parce qu'elles s'inscrivent dans un héritage particulier. Donc, par exemple, Marine Le Pen, elle va être l'héritière légitime. Et donc, ce côté d'héritage passe avant le fait qu'elle soit une femme. Pareil pour Giorgia Meloni, qui va s'inscrire dans un héritage politique, cette fois, de Mussolini, en disant que, justement, elle est l'héritière légitime parce qu'elle permet de faire revivre cet héritage-là sans trop brusquer. Et très ensuite, tôt, on a des vidéos de Giorgia Meloni qui se revendique de l'héritage de Mussolini. Très tôt. Aujourd'hui, ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste. Giorgia ne s'en cache pas. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eu dans les dernières 50 ans. Et Alice Weidel est petite fille de nazi. Donc il y a toujours en fait cette idée qui est presque une idée royaliste en fait, que des femmes peuvent parvenir si elles sont l'héritière légitime, si elles ont été mères parce qu'elles ont fait leur devoir pour la nation et qu'elles sont blanches évidemment. Et ensuite ça va être utilisé aussi actuellement pour essayer d'assagir les mouvements d'extrême droite qui essayent de parvenir au pouvoir par les urnes, et donc elles vont aussi beaucoup incarner justement cette idée de mère de nation qui va rassembler. Donc voilà, le Front National s'est rebaptisé Rassemblement National. Marine Le Pen se fait beaucoup appeler Marine par ses électeurs, met en place cette idée qu'elle serait une figure maternante. Et comme on est dans une société sexiste qui pense que les violences seraient uniquement masculines et que les femmes ne peuvent être que douceur, tendresse et affection, eh bien on va se dire potentiellement l'extrême droite c'est moins violent qu'avant. Et ça a beaucoup compté dans la disparition du gender gap. Donc le fait que les femmes avant votaient moins pour l'extrême droite que les hommes, parce qu'en fait, elles votaient moins pour l'extrême droite que les hommes, parce qu'elles pensaient justement que l'extrême droite était trop viriliste et trop violente. C'est pour ça aussi qu'on a toujours un gender gap, par exemple, sur le parti d'Éric Zemmour, parce que les femmes considèrent encore que c'est trop viriliste. Donc là, on voit que cette stratégie, elle a marché. En Europe, il y a des quotas, donc l'extrême droite doit aussi former des jeunes militantes qui ensuite pourront se présenter sur les listes électorales, et c'est aussi à ça que sert le groupuscule identitaire Némésis, qui va recruter des femmes très tôt, qui va les former, qui va leur faire des média training. C'est vraiment, Némésis a été incubé comme une start-up, a été extrêmement financée. Elles sont 6 salariés quand même, c'est structuré en association, et le but, c'est vraiment de préparer des femmes qui pourront ensuite se présenter sur les listes électorales et puis permettre de faire gagner et d'ancrer le Rassemblement National aujourd'hui et d'autres partis en Europe.
Et est-ce que c'est pas aussi un obstacle du côté de leurs électeurs qui, justement, par essence, quand même, remettent peut-être moins en question le sexisme, vont moins se poser ces questions-là? En d'autres termes, est-ce que Marine Le Pen ne serait pas déjà présidente si elle était un homme? Alors ça, c'est difficile à dire. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le jour où elle a été jugée inéligible, je suis allée faire ma petite veille sur les réseaux d'extrême droite et il y avait beaucoup d'hommes qui disaient, voilà, on vous l'avait dit, Marine Le Pen n'a pas la poigne suffisante, n'a pas le virilisme et la force suffisante pour faire plier le système juridique. On voit bien que cette proposition trop douce, selon eux, que porte Marine Le Pen, elle ne suffira pas à renverser la démocratie libérale, néolibérale, et donc il nous faut un homme fort comme Donald Trump ou Musk qui tape du poing sur la table. Donc c'est intéressant de voir eux-mêmes comment ils travaillent ces notions de genre en fonction de ce qui les arrange politiquement. Et aujourd'hui, ces femmes disent, quasiment toutes, défendre du féminisme, c'est-à-dire l'égalité femmes-hommes. Quand dans les discours, c'est ce qu'elles disent. On en est même arrivé au point où Marine Le Pen, qui il y a encore quelques années parlait par exemple d'avortement de confort, avait un rapport à l'avortement qui était quand même très sexiste, contre les... Dans le discours, en tout cas, extrêmement compliqué avec cette question, qui là a carrément voté pour la constitutionnalisation de l'avortement et qui se place en permanence du côté de l'Occident qui serait moderne avec les droits des femmes. Et comment ça se fait qu'elles... Et évidemment, il y a Alicia Weidel qui, du coup, est carrément lesbienne, assume d'être une femme qui travaille, une femme qui est quand même à la tête d'un mouvement. Comment se fait-il que ces femmes d'extrême droite, aujourd'hui, s'emparent du féminisme, même dans le discours ? Alors déjà parce que le féminisme est populaire, que c'est un des mouvements aujourd'hui sociaux qui met le plus de personnes dans la rue. Bien sûr, il y a eu les retraites, etc. Mais aujourd'hui, tous les ans, c'est les féministes qui font partie des mouvements sociaux les plus forts. Donc forcément, tout le spectre politique se revendique féministe. Et les historiennes du genre ont montré qu'à chaque vague féministe, tout l'échiquier politique se revendique féministe. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, vous l'avez très bien dit, c'est qu'on est dans du fémonationalisme, voire du fémofascisme. Le fémonationalisme, c'est une notion qui a été créée par la sociologue Sarah R. Faris pour parler de l'utilisation d'une rhétorique des droits des femmes à des fins xénophobes, sécuritaires, racistes, etc. Et donc, elles vont utiliser la rhétorique des droits des femmes pour faire avancer une forme de guerre culturelle et civilisationnelle qui voudrait dire qu'en France, il n'y aurait plus de patriarcat et que le patriarcat, il serait seulement dans les autres pays. Donc déjà, c'est intéressant parce que quand on remonte en fait à la politique colonisatrice qui a mené l'Occident, on se rend compte que les normes de genre aujourd'hui, c'est-à-dire homme, femme, hétéro, homo, cette distinction, c'est l'Occident qui l'a emmené dans plus de 80% du globe et qui a brûlé, génocidé des peuples entiers parce qu'ils étaient traités de sodomites, parce que justement les femmes dans certaines populations pratiquaient l'amour libre et c'était vu comme une hérésie totale. Donc on a imposé ces normes-là et maintenant qu'on a traumatisé des générations entières, on vient leur dire ah ben non mais nous maintenant nous sommes les vrais émancipés contrairement à vous. Donc là, on voit le retournement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, comme en Occident, il y a eu des mouvements féministes et LGBTQIA qui ont été forts, ils ont réussi à imposer des droits, des nouveaux droits. Et donc, en miroir, vu qu'ils ont été obligés de capituler, ils vont dire, ils vont reprendre cette rhétorique pour la remettre dans le nationalisme et dire c'est nous les plus éclairés, c'est nous les plus progressistes et essayer toujours d'imposer cette dichotomie. Et puis, ça permet aussi de dire qu'en France, ça permet de se dédouaner en disant en France, il n'y a plus de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Si vous n'êtes pas contente, allez voir ce qui se passe en Afghanistan. Donc hop, on met sous le tapis les combats en France et en même temps on fait avancer un agenda raciste. Et ça, c'est le plus important à comprendre avec le fémonationalisme, c'est que c'est toujours racisme et sexisme en tandem. Donc ça va être on utilise des rhétoriques fémonationalistes ou fémofascistes pour faire avancer un agenda raciste et en même temps, pour ça, on a besoin de réifier les femmes. Donc de dire que les femmes sont forcément des figures à protéger, sont forcément vulnérables par essence, par nature. Et donc, elles ont besoin d'un État-nation fort, d'un nationalisme fort qui serait les seuls à pouvoir les protéger des dangers extérieurs. Alors qu'aujourd'hui, pour la plupart des femmes, les violences qu'elles vivent le plus, elles le vivent chez elles, pas à l'extérieur. Mais du coup, il va y avoir... Ça, ce sont les statistiques officielles qu'on retrouve, qui sont même les statistiques du ministère de l'Intérieur, qui parlent des violences conjugales, qu'on peut mettre en parallèle avec les violences qu'on vit dans la rue. C'est important quand même de le préciser. Mais il y a quand même ce paradoxe qui est que dans les partis d'extrême droite, on se réclame du féminisme désormais. On a des femmes qui incarnent ces mouvances-là. Et pourtant, ce sont des partis qui comptent parmi leurs rangs des personnes
extrêmement sexiste, voire officiellement, pour le coup, opposé aux droits des femmes, opposé à l'avortement. On a des militants anti-avortement et c'est la constitutionnalisation de l'avortement, par exemple, c'est quelque chose qui est divisé dans les rangs du Rassemblement national. On a une partie du parti qui a voté pour, une autre qui ne s'est pas exprimée ou qui a voté contre, et on se retrouve avec des mouvances un peu hétéroclites entre ces femmes qui se revendiquent du féminisme, ou même des hommes qui vont dire qu'ils sont pour le féminisme, et de l'autre, des figures toujours extrêmement réactionnaires, et des votes aussi, des votes à l'Assemblée, des votes notamment au Parlement européen, qui ne vont pas aller dans le sens des droits des femmes, qui vont pas voter notamment pour de la sensibilisation, au harcèlement de rue, contre les violences conjugales, des choses qu'on peut retrouver notamment dans la sphère domestique. Est-ce que aujourd'hui, des mouvements d'extrême droite signifient forcément un recul des droits des femmes? Oui, forcément. Et en fait, même dans ces votes un petit peu plus progressistes, c'est toujours dans cette volonté d'accéder au pouvoir. De rassurer l'électorat, de montrer, regardez, nous ne sommes pas si autoritaires, si contrôlants que ça. Mais en fait, on peut présupposer avec quand même de bonnes certitudes qu'une fois arrivé au pouvoir, c'est ce qui se passe. Enfin, l'inverse se passe. Et quand on regarde Donald Trump, par exemple, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'en est pris tout de suite aux femmes trans, il s'en est pris tout de suite aux femmes. Il y a eu, le recul du droit à l'avortement. En fait, c'est le loup qui rentre dans la bergerie. On commence par dire, regardez, nous avons changé. Et en fait, mais c'est quelque chose qui est très assumé. Si vous regardez, vous pouvez retrouver des tweets de Julien Rochdy qui, après la défaite il y a un an du Rassemblement national aux législatives, a dit nous allons devoir un petit peu courber les chines encore, nous allons devoir encore nous assagir un petit peu, courage, continuons à nous museler, mais dès qu'on arrivera, on pourra faire tomber le masque Scooby-Doo et puis on y va vraiment sur la politique qui est leur projet politique, à savoir l'ordre, une réassignation de tous les corps dans un espace extrêmement quadrillé, et c'est intéressant parce que c'est toujours à la fois quadriller les frontières et donc les frontières aussi de ce qui est permis aux citoyens, donc les frontières de genre, les frontières du territoire, c'est de resserrer, quadriller. Et les frontières de genre reposent quand même sur des rôles extrêmement traditionnels dans l'imaginaire d'extrême droite, même auquel ils se réfèrent, qui est la France d'avant, et aux États-Unis, qui est le Make America Great Again, qui est ces États-Unis d'avant, qui sont évidemment complètement fantasmés, mais qui sont aussi dans des valeurs très traditionnelles. Vous l'avez dit, c'est notamment Giorgia Meloni, c'est vraiment la mère de la nation, la mère de la patrie, c'est comme ça qu'elle se revendique. Et il y a ce paradoxe qui est que, bien sûr, je parle des femmes leaders d'extrême droite, mais aussi les figures de l'extrême droite dans les sphères militantes. Par exemple, évidemment, Thaïs Descuffon, dont on entend beaucoup parler, c'est qu'elles veulent finalement militer pour une réassignation des genres, avec notamment le fait que les femmes, au fond, l'imaginaire, c'est ça, c'est que les femmes soient à la maison, mais elles-mêmes, elles font pas du tout ça. Donc, est-ce qu'à la fin, elles vont se retrouver prises par les propres paradoxes de leur mouvement? Vous citez un exemple qui est un exemple historique, qui est le cas de Margherita Sarfatti, qui globalement a été réduite au rôle un peu d'égérie de Mussolini, qui a été une Italienne, qui a été son amante. Vous en retracez toute l'histoire, c'est un peu long, on n'a pas le temps de tout réexpliquer, mais elle est considérée quand même aujourd'hui comme l'architecte du fascisme, la femme de l'ombre qui va avoir un rôle politique extrêmement important dans la manière dont le fascisme va arriver au pouvoir, mais qui à la fin, même si elle rêve de pouvoir, même si elle est très opportuniste, elle va se retrouver prise à son propre jeu, exclue, elle va être exilée, et sa sœur, qui, parce qu'elles sont juives, va être assassinée à Auschwitz. Donc est-ce que c'est un peu, alors bien sûr c'est extrême, mais est-ce que c'est au fond le paradoxe de toutes les femmes d'extrême droite, qui est de militer pour obtenir plus de pouvoir, mais à la fin qui seraient condamnés à se retrouver finalement exclus de leur propre mouvement, voire opprimés par leur propre mouvement? Alors, pour aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir si, par exemple, Giorgia Meloni, elle va être évincée, remplacée par un homme viril, fort, etc. Mais par contre, dans l'administration de Donald Trump, on a vu beaucoup de femmes qui ont été extrêmement structurantes, qui ont structuré son style, sa façon de se présenter en campagne, qui l'ont fait gagner, très clairement, qui ensuite et qui ont été donné de l'image publique.
Complètement, et qui ensuite ont été évincés, notamment, et il y en avait une, c'était assez intéressant, qui disait il faut que je redevienne vigilante, entre guillemets, et elle dit il faut que je redevienne vigilante et que je retourne m'occuper de mes enfants, alors qu'elle avait un pouvoir politique absolument effarant, et oui, beaucoup sont réassignés, c'est ce qu'on appelle la falaise de verre, et sont réassignés du moment où elle commence à gêner beaucoup plus facilement que les hommes, effectivement. Mais elle, en fait, elle voit pas les choses comme ça parce qu'elles se construisent pour reprendre le terme de la sociologue Hanan Karimi qui a encadré ce livre, elles se construisent en miroir de féminité qu'elle juge hérétique. Donc aujourd'hui en France, ça va être par exemple les femmes musulmanes ou les femmes trans, et elles se disent toujours qu'elles vont s'en sortir parce qu'elles ont tout bien fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, et effectivement, sur le court terme, elles ont des avantages matériels. Par exemple, aujourd'hui, si on veut être journaliste, c'est beaucoup plus simple de rentrer à Valeurs Actuelles que de rentrer dans des médias de gauche où il y a très peu de place. Donc effectivement, sur le court terme, on peut avoir des avantages qui sont concrets. Par contre, sur le long terme, dans l'immense majorité des cas, effectivement, il y a un retour de bâton qui peut être extrêmement brutal. Et la grande question, c'est est-ce qu'elles en ont conscience ? Et ça, c'est quand même une question même qui me travaille énormément en tant que journaliste qui travaille sur ces questions. C'est qu'on voit de plus en plus de femmes qui sont ce que vous appelez des transfuges réactionnaires. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui peuvent même être très féministes, lutter pour leurs droits et presque du jour au lendemain basculer et devenir des figures de proue de l'extrême droite, que l'extrême droite d'ailleurs accueille à bras ouverts, parce qu'ils sont très heureux d'avoir au contraire des espèces de gages de leur féminisme, mais aussi des gages de ce qui serait la toxicité des sphères, pour le coup, réellement féministes, ou en tout cas qui montrerait que la gauche, les progressistes, de manière générale, seraient vraiment le mauvais camp. Et donc là, évidemment, on pense à Dora Muto, à Marguerite Stern, il y a Naomi Wolf aussi aux États-Unis, qui a été une figure du féminisme et qui, aujourd'hui, est une très grande figure du Trumpisme. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait autant de femmes qui soient du côté le plus progressiste et qui basculent pour devenir des figures de proue de l'extrême droite ? Est-ce qu'elles ont, selon vous, conscience de ce qu'elles sont en train de servir comme intérêt, ou est-ce qu'au contraire, elles sont complètement aveuglées par ce type de mouvement ? Alors moi, ce type d'action, j'appelle du coup ça dans le livre la dark agency. Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que pour certaines déjà, donc pour les militantes identitaires comme Alice Cordier ou Thaïs Descuffon, elles viennent de milieux traditionnels, chrétiens, etc., où justement une femme est censée faire 6 enfants et rester à sa place. Donc elles, en fait, elles vont avoir plusieurs stratégies qui peuvent aller même sur de l'autodépréciation stratégique et dire ce n'est pas que je veux le pouvoir, ce n'est pas que je veux appartenir à la sphère publique. C'est juste que la France est tellement dans le pétrin qu'il faut que je vienne la sauver, comme Jeanne d'Arc l'a fait, comme d'autres femmes ont très bien servi l'État-nation, je suis appelée, c'est ma mission. Donc elles vont essayer après, je repars, quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Et dès que les hommes seront revenus à leur place, je partirai. Peut-être effectivement qu'elles vont se faire évincer, mais elles, ce qu'elles veulent, c'est essayer de lutter pour garder une forme de pouvoir. Mais on reviendra un peu plus tard sur leur cas à L2 notamment, parce que c'est encore autre chose. Mais sur celles qui sont des transfuges réactionnaires. Alors sur celles qui sont des transfuges réactionnaires, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au départ, c'est quand même des femmes, pour la plupart, qui sont assez privilégiées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont essayer, pour la plupart, d'incarner ce que c'est que la femme originelle, bio, parfaite. Et quand elles sont contestées dans leur leadership, donc là je pense par exemple à Dora Muto ou Marguerite Stern. Dora Muto, elle a été très vite montée en leader du féminisme français, alors qu'elle le dit elle-même, elle n'avait pas spécialement de connaissances sur le féminisme. C'est juste qu'elle a ouvert un compte, elle a été une journaliste qui a compris qu'il y avait un sujet sur la sexualité hétéro, elle a ouvert un compte qui s'appelle Tajoui, qui a eu 1 million d'abonnés, et elle a été ensuite placée 500 000 abonnés, pardon, et elle a été placée médiatiquement comme une leader d'un mouvement qu'elle ne connaissait pas. Donc, quand elle a été contestée, elle a commencé à ne pas aimer, en fait, tout simplement être critiquée, être remise en question, et elle a eu un goût pour l'autoritarisme qui, ensuite, a été facile pour l'extrême droite de venir chercher, puisque l'extrême droite adore l'autoritarisme. Et pareil, pour Marguerite Stern, elle a été formée à Femen. Il faut savoir que Femen France, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes Femen, mais Femen France a eu une culture très horizontale, avec vraiment une idée de chefferie autoritaire presque. Donc elle, Marguerite Stern, quand elle s'est retrouvée à la tête
tête d'un collectif féministe, elle avait aussi cette idée que la chef ne doit pas être contestée, ne doit pas être mise en question. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais ensuite Marguerite Stern et Dora Muto ont essayé d'investir une sphère de féministes, écolos qui seraient transphobes. Elles se sont fâchées avec aussi toutes ces femmes-là qui ont, au bout d'un moment, émis des critiques sur leur leadership. Et c'est là, après, qu'elles ont rejoint l'extrême droite. Donc elles ont rejoint l'extrême droite parce qu'elles voulaient être des chefs autoritaires qui ne sont pas contestés, ce que promet l'extrême droite. Et ça, c'est très important de le souligner. Et donc c'est pour ça que c'est toujours des femmes qui, au lieu de lutter pour que toutes les femmes aient un accès aux droits et une meilleure égalité, vont faire ce que j'appelle du coup dans le livre une dark agency, donc c'est-à-dire essayer de se mettre en avant médiatiquement, politiquement, de gagner en influence par le fait de supprimer des droits à d'autres femmes qu'on va désigner comme étant les mauvaises femmes, les fausses femmes, les féminités hérétiques, pour reprendre encore une fois la formule d'Hanan Karimi. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un vecteur d'ascension, et vous avez commencé à l'évoquer, ça peut apporter un début d'explication, en tout cas ça fait partie des explications données par Naomi Klein dans son livre Voyage au cœur du monde miroir, le double, on l'avait reçu ici sur Blast pour en parler, qui parlait de cette figure de Naomi Wolf, justement, qui était une grande figure féministe, qui avait quand même beaucoup de succès, mais qui va avoir beaucoup plus de succès et qui va avoir beaucoup plus de pouvoir à partir du moment où elle va adhérer aux thèses d'extrême droite, où elle va s'en faire le vecteur et où elle va être extrêmement médiatisée du côté de l'extrême droite sur ces questions-là. Donc c'est aussi une possibilité d'ascension pour ces femmes-là. Et puis c'est aussi beaucoup le moment où elles commencent à redescendre médiatiquement, donc où elles vont développer pour beaucoup une amertume. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est pas nouveau, puisqu'on a vu des féministes, des suffragettes par exemple, il y a 100 ans, qui avaient basculé vers le nazisme exactement pour ces raisons-là, donc qui étaient aussi leaders, qui ont été contestés dans leur leadership ou qui, selon elles, n'ont pas été assez promus, et qui ensuite vont se retourner vers l'extrême droite, qui leur promet en fait de leur redonner une forme de superbe. Et c'est pas que tributaire des femmes, hein. D'ailleurs, on a aussi des transfuges réactionnaires d'hommes qui se radicalisent sur tout un tas de questions, notamment beaucoup sur la question du vaccin pendant le Covid, qui a créé plein de transfuges réactionnaires, dont Naomi Wolf d'ailleurs. Vous avez évoqué tout à l'heure 2 figures françaises qui sont très importantes dans ce rôle de femme vigilante dont vous parlez dans le livre, qui sont Thaïs Descuffon et Alice Cordier. Thaïs Descuffon, c'est une influenceuse identitaire qui produit tout un tas de contenus sur Internet, qui s'adresse, alors c'est la grande question, à qui ça s'adresse ? Moi j'ai l'impression que ça s'adresse quand même avant tout aux hommes, qui explique ce que doit être une bonne femme. Et puisque vous parliez justement de cette division entre les femmes qui est créée, qui explique aux hommes comment trouver des soi-disant femmes de valeur. Si tu veux comprendre pourquoi la richesse joue un rôle essentiel dans l'attraction féminine et comment tu peux utiliser ces connaissances à ton avantage, reste jusqu'au bout. Dans cette vidéo, j'ai décidé de briser un tabou en montrant une bonne fois pour toutes pourquoi vouloir à tout prix inclure les femmes dans l'armée, la police ou la justice est une erreur gravissime. Mais quand on s'attaque au tabou des fausses accusations de en général, on découvre plutôt la face sombre de la libération totale de la parole des femmes, la normalisation des mensonges et les dégâts d'une psychologie féminine hors de contrôle et d'une idéologie violemment anti-homme qui règne en Occident. Et dedans, il y a cette idée, alors évidemment, de ne pas avoir eu beaucoup de partenaires sexuels, on revient vraiment à des idées très réactionnaires, des visions des femmes très anciennes. Et il y a beaucoup cette idée en sous-titre qu'une femme doit s'occuper de sa famille, doit s'occuper de son foyer, et paradoxalement, elle, c'est pas du tout ce qu'elle fait. C'est une jeune femme qui a un business florissant, qui vend même des formations, qui vend des livres, qui travaille beaucoup, l'air de rien, qui produit en tout cas beaucoup de vidéos, qui n'est pas mariée, qui n'est même pas officiellement en couple. Comment gèrent-elles ce paradoxe, ces femmes-là, le fait de se faire la promotion d'une idéologie réactionnaire qui réassigne les femmes à résidence et tout en ne faisant exactement le contraire? Et justement, elles vont dire qu'elles sont les envoyées, que c'est leur destinée, qu'elles sont presque une forme de prophète. Hein. Enfin, c'est vraiment cette idée-là derrière, et du coup qu'elles sont l'exception qui, une fois qu'elles auront rempli leur mission, reviendra sagement à leur place. Et ça, c'est ce qu'elles disent. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, elles sont pas tout à fait sur la même ligne, parce que Thaïs Descuffon, vous l'avez dit, elle doit recruter des jeunes hommes. Donc elle va être dans un discours encore plus caricatural, puisqu'elle s'adresse à des jeunes hommes dont elle veut flatter l'ego et les sentiments, alors
Alors que Alice Cordier, elle doit recruter des jeunes femmes. Donc elle va avoir un discours qui, par exemple, elle va dire oui, les féministes ont raison de dire que les femmes sont trop nubilées par l'hétérosexualité. Elles doivent d'abord se former politiquement, rejoindre mes rangs, militer comme une espèce d'école de la féminité, comme il y a des écoles de la masculinité chez les masculinistes. Et après, une fois qu'elles seront prêtes, justement, là, elles seront des mères vigoureuses, fortes, qui pourront bien servir la nation. Et moi, je vais les former. Donc, il y a toujours cette idée qu'elles ont une mission qui doit être mise en place et qu'ensuite elles partiront. Elles utilisent beaucoup cette rhétorique-là. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'en interne, elles vont utiliser ce qu'on appelle en sociologie du genre la virilité alternée. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez les réseaux sociaux du groupuscule Némésis, pendant longtemps, on avait des photos d'elles où elles posaient avec des semi-automatiques et diverses armes. Et puis la photo d'après, elles étaient en robe longue à fleurs, avec des roses blanches, les cheveux au vent, etc. Parce qu'elles doivent à la fois montrer aux hommes d'extrême droite qu'elles sont elles aussi capables de violence, qu'elles peuvent servir à quelque chose, qu'elles adhèrent aussi aux normes identitaires qui sont en place dans leur courant politique, et en même temps elles doivent rassurer ces mêmes hommes en disant qu'elles sont aussi d'accord avec les normes de féminisme. Et du coup elles alternent toujours entre ces deux positions-là, et oui, c'est un équilibre précaire, c'est pour ça que nombreuses d'entre elles finissent un jour ou l'autre par trébucher sur elles-mêmes. Faut vraiment comprendre ce qu'est le collectif Némésis et des vidéos qu'elles, principalement, arrivent à diffuser sur Internet, c'est que ça se base souvent sur des vrais problèmes que rencontrent les femmes. Un de leurs combats principaux, c'est le harcèlement de rue. Et 100% des femmes disent avoir été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement dans les transports en commun. L'immense majorité des femmes dans leur vie subissent plusieurs fois du harcèlement de rue. C'est un véritable calvaire, c'est quelque chose qui parle vraiment à l'essentiel des femmes. Et elles prennent des expériences, des vécus, même des récits de harcèlement de rue qui sont totalement réels et qui sont un véritable calvaire, qui est réel. C'est sur ça que vraiment ça se base, en faisant un enjeu raciste. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réussir à déjouer un peu ce type de communication, sachant que la manière dont elles en parlent, si on n'est pas du tout formé politiquement, on n'est pas du tout informé sur ces questions-là et qu'on se base sur sa pure expérience, bah oui, il y a des femmes qui peuvent dire effectivement, j'ai été harcelée dans la rue par des personnes racisées. Malheureusement, il y a des profils qui sont récurrents. C'est très fréquemment des personnes issues de l'immigration, je dirais entre 25 et 50 ans environ, qui rôdent en fait, qui traînent, et on les remarque assez vite finalement. Toutes les femmes savent quel groupe elles vont éviter dans la rue. Ça, je peux vous le dire. Qu'elles ce soient des femmes de gauche, de droite, des femmes de 12 ans, 12-13 ans, ou des femmes de 30, 40, 50 ans, elles savent très bien à quel moment elles vont traverser pour éviter une potentielle agression ou un potentiel harcèlement, sachant que les deux sont parfois intimement liés. Complètement. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle beaucoup de harcèlement de rue, mais elle parle jamais, par exemple, d'harcèlement sexuel au travail, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une femme sur 5 qui va vivre du harcèlement sexuel au travail. Par exemple, aussi le groupuscule Némésis, elles vont poser avec Éric Zemmour, l'appeler leur chef, leur gout, pour reprendre leurs termes, alors qu'il a été accusé plusieurs fois de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est pas les violences sexistes et sexuelles qui les intéressent, ni politiquement d'ailleurs, parce que sur la question du harcèlement de rue, on a énormément de travaux de chercheuses, de chercheurs aujourd'hui qui savent comment on pourrait remédier au harcèlement de rue. Et c'est pas du tout les politiques qui sont mises en place. Pour lutter contre le harcèlement de rue, il faut repenser l'urbanisme, par exemple, repenser la façon dont on structure nos villes, et évidemment repenser les causes racines de l'éducation, à l'égalité, etc. Mais on a aujourd'hui les solutions. C'est pas du tout ce qu'elles font. C'est pas non plus ce qu'a fait. Il y a aussi des solutions du côté de la justice qui peuvent être mises en place. Oui, aussi potentiellement. Et mais d'ailleurs, pour reprendre les politiques sur le harcèlement de rue, c'est pas non plus ce qu'a fait Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, quand elle arrive au pouvoir et qu'elle dit lutter contre le harcèlement de rue, en fait, elle ne veut absolument pas lutter contre le harcèlement de rue. Elle veut juste rajouter des policiers dans les quartiers populaires. Et c'est ce qu'elle fait. Le deuxième volet de la loi contre le harcèlement de rue, c'est de dire qu'on va mettre des petites étiquettes sur les commerces qui pourraient abriter les femmes qui vivent du harcèlement de rue. Donc c'est vrai que quand on se fait courir après, la première chose à laquelle on pense, c'est d'aller vérifier s'il y a une petite étiquette avant de rentrer se réfugier dans le commerce. Mais surtout, c'est une façon de dire aux femmes qu'elles ne seront jamais en sécurité dans l'espace public et que la seule solution, c'est de revenir à l'intérieur, de revenir métaphoriquement à la maison. Donc là, on voit bien que le fémonationalisme ne lutte pas contre le harcèlement de rue. Là où, par exemple, les féministes
féministes, même dans leur façon de militer, essayent de penser comment construire une présence dans l'espace public pour les femmes. Donc par exemple, c'est le cas des marches de nuit qu'on a traditionnellement le 7 mars par exemple, où du coup les féministes vont revendiquer l'espace public la nuit ensemble et dire nous allons nous-mêmes prendre en charge la façon dont on se protège, dont on se défend sans une protection sécuritaire de l'État, parce que effectivement l'espace public nous appartient et nous revendiquons ce droit-là, mais nous le revendiquons en nous auto-défendant quelque part. Et c'est aussi ce qui avait été fait aussi beaucoup pendant les collages, où du coup c'était aussi une façon pour les femmes de se réapproprier l'espace public de nuit. Donc les féministes pensent ces questions-là et pensent justement des formes d'autodéfense qui s'inscrivent dans une continuité politique et réellement émancipatrice, contrairement aux politiques fémonationalistes. Parmi les dernières figures de femmes qui promeuvent cette extrême droite, il y a ce qu'on appelle les tradwives. Alors là, vous y consacrez tout un chapitre dans votre ouvrage. C'est ces femmes qui sont, là encore, assignées à résidence, mais qui le revendiquent et qui ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, principalement aux États-Unis. Et souvent, ça va s'inscrire aussi dans une vision très religieuse. Globalement, il y a, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu identifier, il y a 2 types de tradwives. Et on met un peu tout le monde sous cette étiquette. Il y a des femmes qui ne revendiquent pas une idéologie particulière, mais qui montrent leur quotidien de femme au foyer et qui expliquent l'apprécier et qui vont montrer des astuces de cuisine, élever les enfants, de décoration, le tout en s'appuyant sur une esthétique des années 50 souvent, qui vont glamouriser un peu ce style de vie. Mais c'est leur choix. Et il y a celles qui vont revendiquer la même chose en ajoutant vraiment un discours politique derrière, qui voudrait que ce soit dans leur nature, que ce soit dans leur gène, que ce soit là la place des femmes et qui ont un côté beaucoup plus prosélyte. Est-ce que vous aussi vous faites cette distinction entre ces un peu 2 types entre guillemets de tradwives, et qu'est-ce que vous comprenez de l'engouement médiatique qu'il y a eu autour de ce phénomène, et surtout en France, parce qu'en France on n'a pas du tout cette puissance-là dans le phénomène, et pourtant il y a un nombre d'articles qui sont consacrés à cette mode-là sur les réseaux sociaux qui est quand même assez conséquent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que déjà la médiatisation des tradwives, elle arrive pendant le confinement. Donc à un moment, on est tous enfermés chez nous et du coup, on réinvestit le foyer et finalement, le foyer devient un espèce de refuge face à un dehors qui est, à juste raison, vu comme menaçant. Et donc, on va réinvestir cette sphère privée et c'est à ce moment-là que déjà les tradwives vont être extrêmement médiatisées. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que la figure de la tradwife, déjà, c'est une figure qui fait vendre. C'est une figure qui est simple à décrire, qui fait de la visibilité et surtout qui est très facile à opposer ensuite à des féministes qu'on va aussi caricaturer. Comme ça, on dit, bon voilà, les deux extrêmes du spectre, et ça permet de remettre la balle au centre avec la figure d'une Marlène Schiappa qui va être maman travail, et donc du coup de garder une forme de statu quo dans ce qu'on attend des femmes, c'est-à-dire à la fois qu'elles travaillent et qu'elles aient des enfants, tout ça sans se plaindre évidemment. Du coup, ça permet de dire entre ces 2 extrêmes, voilà, on va rester à ce centre-là, c'est assez simple, quoi. Et puis je pense aussi que cette figure de tradwife, elle fascine parce qu'en fait, les tradwives font partie du monde public, hein. Elles créent du contenu public, sont des entrepreneuses, certaines gagnent de l'argent avec des partenariats sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des femmes d'affaires, hein, clairement, qui vendent une esthétique. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le public se demande aussi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et en fait, elles transforment leur chez elles en plateau de tournage. Et aussi, ce qui est compliqué après pour ces femmes-là, c'est que certaines le regrettent, mais quand on a exposé, fait la promotion de ce mode de vie devant des millions de gens et qu'aussi on s'est beaucoup isolé, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je le disais à l'instant sur Gisèle Pellico, le problème c'est que beaucoup de femmes au foyer sont isolées, se sentent seules, certaines sont femmes de militaires par exemple, et du coup certaines disent qu'elles font aussi ce contenu-là pour parler avec d'autres femmes en ligne, pour essayer de faire baisser leur anxiété, etc. Et du coup donc c'est compliqué une fois qu'on a mis en exergue ce mode de vie, déjà de se reconstruire une carrière professionnelle quand on n'a pas travaillé pendant 10 ans, de reconstruire des économies qui nous permettent de partir, un réseau, des amis, et aussi de dire qu'on s'est trompé. Donc ça, c'est assez compliqué pour elles. Après, elles ont droit. Oui, mais bien sûr. Non, mais je pense que c'est important de le préciser. C'est-à-dire qu'en temps dans le féminisme, c'est la possibilité de toutes les femmes de choisir ou non de travailler, de choisir, si elles le souhaitent, d'être au foyer, d'être complètement dépendantes d'un homme et de le revendiquer si elles en ont envie.
Oui, le seul problème, c'est que malheureusement, la société est faite de telle façon que si un jour elles le regrettent, elles n'ont pas les moyens en fait de s'en sortir. Et en fait, ce qu'il faudrait mettre en place politiquement, c'est un moyen de les aider. Si elles veulent un jour changer de vie, que l'État puisse les accompagner et leur promettre justement une assise matérielle, économique, financière pour qu'elles puissent partir si elles le désirent. Évidemment, c'est ça le problème. Les choix individuels, après, regardent tout à chacune. Non, mais parce que c'est une rhétorique qui est utilisée par les femmes d'extrême droite justement, qui disent « Regardez, les féministes ne vous laissent pas faire ce que vous voulez ». Et c'est vraiment de créer cette rivalité entre les femmes qui aspirent à un mode de vie plus traditionnel et qui s'inscrivent dans une féminité plus traditionnelle, et les féministes qui seraient d'éternelles critiques, qui voudraient empêcher les femmes de vivre comme elles veulent. Et en plus, c'est pas du tout les féministes qui empêchent les femmes d'être au foyer si elles le veulent, hein. C'est le néolibéralisme, puisqu'aujourd'hui, très peu de femmes peuvent se permettre de vivre avec un conjoint avec un seul salaire, hein. La plupart des femmes qui voudraient être au foyer ne peuvent pas pour des raisons économiques, et donc c'est un privilège de classe supérieure très minime que de pouvoir choisir de ne pas travailler et de dépendre d'un seul salaire. Donc qui empêche les femmes d'avoir les modes de vie qu'elles veulent, c'est l'économie néolibérale aujourd'hui. Donc pour terminer un peu cette émission, ce qu'on constate, c'est quand même une progression de la place des femmes du côté de l'extrême droite, que ce soit au sein des partis, à la tête des partis, mais aussi au sein des sphères militantes, avec un accaparement du côté des sphères militantes de la question féministe, de l'oppression des femmes, et tout un discours qui est un discours à double tranchant, puisqu'il est très malhonnête sur certains aspects, puisque vous l'avez dit, c'est un discours qui exclut complètement déjà certaines femmes, mais surtout certains aspects de l'oppression des femmes, et qui a pour but de ramener des femmes du côté de ces sphères d'extrême droite. Rapidement, quelle est la solution face à ça ? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un examen à faire du côté des sphères féministes, pour qu'il y ait autant de femmes qui quand même se tournent du côté de ces mouvements-là ? C'est ce que décrit aussi Naomi Klein dans son livre, qui s'interroge sur cette figure de Naomi Wolf, hein. Donc Naomi Klein, penseuse canadienne, progressiste, qui dit peut-être que du côté des progressistes, parfois on est trop excluant, et qu'il y a des discours, notamment ce qui est souvent qualifié de pureté militante chez nous, qui empêchent des personnes qui ne sont pas du tout formées politiquement, qui sont pas spécialement informées sur ces questions-là, qui les empêchent de s'intégrer en fait dans ces mouvements féministes. Alors, dans le livre, je passe du coup tout le livre à parler de cette culture que j'appelle la culture de la vigilance, qui est la culture que promeut l'extrême droite, donc qui est une culture uniquement défensive, qui cherche pas à comprendre les problèmes ni à les résoudre parce que justement elle les exploite, mais qui va essayer de trouver l'ennemi à abattre, enfin vraiment comme une vigie. Moi, j'y oppose une culture de l'attention. Pourquoi l'attention ? Parce que l'attention, déjà, elle n'élude rien. Elle n'élude pas les problèmes, elle cherche à les comprendre, à en comprendre les causes racines et à les résoudre. Et je pense qu'en fait, là où la gauche et les mouvements féministes ont beaucoup à faire. Déjà, d'une part, de proposer des solutions matérielles, de montrer en fait en quoi cette politique-là, elle va avantager les femmes, elle va leur permettre d'avoir un confort à toutes et beaucoup moins de vulnérabilité et une plus grande liberté. Et ensuite... Ce que font déjà certaines associations féministes sont déjà dans le soutien très matériel aux femmes en réalité. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être juste contre l'extrême droite. Il faut proposer quelque chose. Il faut proposer un autre modèle, un modèle dans lequel toutes les femmes puissent se projeter, un modèle qui permette que tout le monde ne soit pas enclin à la vulnérabilité, et un modèle aussi qui donne envie, qui fasse rêver, puisque l'extrême droite, elle repose aussi beaucoup sur le défaitisme, sur le pessimisme, parce que si on se dit que tout est foutu, que de toute façon la catastrophe va arriver et qu'on ne peut rien y faire, eh bien on se dit ok, dans ce cas-là, c'est chacun pour soi, et c'est la loi du plus fort, et on va conserver ce qu'on a déjà, on va conserver les miettes du gâteau, voire on va même dire, je mérite plus de miettes de ce gâteau, parce que je suis blanche, parce que j'ai la nationalité française, etc., etc. Et donc, nous, ce qu'on doit proposer, donc je dis nous, en tant que féministes, en tant que personnes engagées à gauche, etc., c'est un contre-projet de société qui fasse rêver, qui dénaturalise les rapports de genre, qui soit fier de toutes les diversités de corps qu'on a et qui essaye de concilier justement une forme d'unité avec une forme de célébration de nos diversités et de nos différences, et qui essaye de rassembler ça dans un projet qui soit soutenable politiquement, économiquement, écologiquement, etc. Et là, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt et de joie à tirer, d'essayer de construire justement quel est ce monde dans lequel je voudrais vivre, et je pense que c'est extrêmement important de se mobiliser
sur des affects qui sont ceux de qu'est-ce qu'on peut construire, quelles sont les transversalités aussi qu'on peut construire. On a vu que les mouvements se renforcent quand ils ont une forme de solidarité. Dans le livre, je parle notamment de comment les LGBTQIA ont réussi à gagner des droits en luttant avec les ouvriers en Grande-Bretagne, par exemple, parce que comme ça a permis à la fois que le mouvement ouvrier se dise « Ah oui, en fait, les LGBTQIA ne sont pas nos ennemis », et en même temps de faire avancer des droits sociaux. Donc moi, je crois beaucoup aux formes de transversalité, aux formes de maillage, en fait, de construction et de connexion entre les mouvements qui s'inscrivent à la fois à l'échelle locale, donc que ce maillage, il soit local, puis ensuite coordonné, puis ensuite internationaliste. Et ça, je pense que c'est des solutions qui sont aussi importantes pour nous d'essayer de les penser et qu'on peut y trouver beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça que même si le livre peut paraître difficile dans les constats gravissimes qu'il fait, il finit sur cette note que j'espère être d'élan et d'espoir, parce qu'il y a vraiment de l'élan et de l'espoir à mettre de ce côté-là. Et on va terminer sur cette note d'espoir, justement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Léane Alestra. Je rappelle que votre livre, Les Vigilantes, surveiller et surveillantes ces femmes au cœur de l'extrême droite, est disponible aux éditions JC Lattès. Merci beaucoup. On espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire ou la partager autour de vous. Vous pouvez aussi retrouver cet entretien, comme tous les autres, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant. Nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.